Bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Donc moi, je vais aborder avec vous la gestion des médications en post-opératoire chez le patient insuffisant rénal. Vous allez voir, il y aura des redites avec la première partie et avec le péri-opératoire pour lequel Abdour a parlé avant. Donc de quoi je vais vous parler? Du remplissage, de l'analgésie, des antiémétiques, de la sédation, des curares, de l'antibiothérapie, de l'anticoagulation et je terminerai par quelques remarques. Donc pour introduire le sujet, même si on en a parlé tout à l'heure aussi, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en disant que l'excrétion rénale, évidemment, est touchée en cas d'insuffisance rénale. Mais on a aussi beaucoup de modifications au niveau du métabolisme hépatique. Entre autres, par exemple, on voit qu'au niveau des cytochromes, leur activité diminue de 35%. Ça, par exemple, on peut restaurer cette activité au moins partiellement en dialysant les patients. Il y a aussi de nombreuses modifications au niveau de la distribution des médicaments, puisque il y a une hypoprotidémie chez le patient insuffisant rénal. Et puis à cela s'ajoutent toutes les modifications. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale aiguë, on peut avoir évidemment la fuite de l'albumine du secteur extravasculaire, une augmentation de l'alpha-glycoprotéine. Donc c'est vraiment plusieurs modifications qui se mettent en place. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, une modification de l'absorption via les toxines urémiques notamment. Euh, alors, comment est-ce que je vais remplir mon patient? Deux messages importants. Évidemment, on privilégie les cristalloïdes aux colloïdes et on utilise les solutés balancées, comme Abdour l'a dit tout à l'heure, en cas de remplissage vasculaire important ou en fait chaque fois qu'on remplit. Toujours garder en tête que la meilleure perfusion, c'est quand même la perfusion qu'on n'utilise pas. Parce que dès qu'on peut, c'est important de privilégier le péros. Les patients insuffisants rénaux ont des abords veineux difficiles. Il y a un risque d'affection des cathéters qui sont en place, donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Le NaCl, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le mettre de côté. On entend trop souvent, le patient il est insuffisant rénal, je vais lui donner du NaCl parce que il contient pas de potassium. Je crois que tout à l'heure on vous a déjà convaincu, mais voilà, c'est une redite. Donc le NaCl, ça induit une acidose hyperchlorémique, ce qui induit un relargage du potassium et entraîne du coup une vasoconstriction de l'artère afférente glomérulaire. Donc c'est vraiment le Hartmann et le plasmalide qu'il faut utiliser et non le NaCl. Abdour en a déjà un peu parlé aussi. Quand on parle de remplissage, il faut aussi avoir en tête l'optimisation hémodynamique. Il y a plusieurs moyens comme l'analyse de contour de pouls au niveau de la pression artérielle. Mais je voudrais aussi vous parler de l'échocardiographie, parce que le monitorage invasif de la pression artérielle induit qu'on doit mettre un cathéter artériel, ce qui n'est peut-être pas l'idéal si on veut protéger notre patient insuffisant rénal au niveau artériel et veineux, protéger son capital veineux artériel. L'échocartographie, c'est un outil important puisqu'elle permet d'évaluer la volémie, je vais y arriver, mais aussi d'évaluer la fonction de pompe, parce qu'évidemment, si on a un insuffisant qui est un insuffisant cardiaque, ça aura des implications au niveau de notre fonction rénale. Comme on en a parlé tout à l'heure aussi, veiller à une PAM suffisante. C'est pas tout de cibler une bonne volémie. Donc ainsi en chirurgie non cardiaque, c'est le nombre d'épisodes avec hypotension qui est associé à la survenue d'insuffisance rénale aiguë. Donc une systolique en dessous de 80, une PAM inférieure à 60 ou diminuée de moins de 40% par rapport aux tensions habituelles, surtout chez le patient hypertendu. C'est vraiment des choses qu'on doit éviter. Je parlerai quand même, c'est vrai qu'il faut éviter que le patient soit hypovolémique, mais évidemment, il faut aussi éviter de tomber dans l'excès inverse. Une balance
hydrosodée positive, notamment lorsqu'elle s'installe en quelques heures par rapport à quelques jours, augmente la mortalité en réanimation et augmente l'incidence d'insuffisance rénale aiguë, elle aussi. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc si on est en hypovolémie, ça donne des insuffisances rénales aiguës, mais une hypervolémie entraîne une congestion au niveau du rein qui est tout aussi délétère. Qu'en est-il de l'analgésie? Les patients insuffisants rénaux ont mal, même peut-être plus que les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. C'est difficile de manager nos thérapeutiques chez eux puisqu'ils ont une pharmacocinétique altérée et ils ont aussi évidemment plus d'effets secondaires chez eux. Voilà, je vais passer en revue les différentes molécules auxquelles on peut avoir recours. Le message global, ça reste quand même que c'est augmenter l'intervalle et diminuer la dose et éviter toutes les molécules qui sont à longue durée de vie, entre autres les formes retard. Donc le paracétamol, chez l'insuffisant rénal, il y a quand même un risque d'accumulation des métabolites. Il y a une hypothèse quand même que ces métabolites seraient à même de subir de nouvelles biotransformations, même si c'est toujours controversé. Les adaptations recommandées, c'est en dessous de 30 de GFR de passer à 1 gramme 3 fois par jour. Ce que je pense aussi toujours bien de souligner, c'est toujours autant que possible donner les antalgiques après la dialyse, lorsque ceux-ci sont dialysables. Les anti-inflammatoires, évidemment, vous savez qu'ils sont toxiques pour notre rein, mais je trouvais cette diapositive intéressante d'une pharmacienne en fait, qui soulignait quand même que tous les anti-inflammatoires n'étaient pas égaux entre eux, que la majorité quand même de la littérature nous signale que c'est quand même l'ibuprofène qui est la plus safe. Et que l'insuffisance rénale liée aux anti-inflammatoires, ce n'est pas seulement lié à son effet sur les prostaglandines, donc avec la vasoconstriction de l'artériole afférente, mais ça peut donner, comme on a vu dans le premier topo tout à l'heure, des néphrite interstitielle aiguë. Donc il faut vraiment être vigilant à ça et écarter les anti-inflammatoires dès qu'on a une insuffisance rénale au-delà du stade 3, je veux dire. Au niveau de la codéine, il en va de soi, en fait, vu qu'elle est métabolisée en morphine au niveau du foie, qu'elle ne fait pas bon ménage chez l'insuffisant rénal. Donc, il vaut mieux la proscrire. Le tramadol, quant à lui, il a des métabolites actifs, c'est vrai. Mais d'une manière générale, en fait, quand on augmente l'intervalle et qu'on diminue la dose, ça ne pose pas de problème en dehors des formes retard. Voilà pour la codéine et le tramadol. Quelques mots juste pour... j'en ai touché un mot tout à l'heure, mais par rapport à l'hémodialyse, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une exacerbation qui est fréquente de la douleur en fin de dialyse et que, autant que possible, si l'antalgique est dialysable, il faut le donner après. Aussi, avoir en tête que les symptômes urémiques peuvent mimer une toxicité morphinique. Donc, c'est parfois difficile de faire le diagnostic différentiel. Alors, on met souvent les morphiniques tous un peu dans le même sac. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, tout à l'heure, on vous a rappelé que la morphine, c'est le mauvais élève vu qu'elle a des métabolites actifs. Donc, la morphine 3 et 6-glucuronide, qui ont tous deux une élimination rénale. Et la morphine 6-glucuronide, elle a une action similaire à la morphine. Donc, vous l'aurez compris qu'il y a un risque d'accumulation qui est non négligeable. À titre d'exemple, en fait, on passe d'une demi-vie de 2 heures à environ 27 heures chez l'insuffisant rénal lorsqu'on administre de la morphine. Donc il faut diminuer les doses de 50 voire 75% et préférer le dipidolor en post-opératoire. Le rémifatanil, par contre, est métabolisé par les esterases tissulaires, dont on a une expression ubiquitaire. Du coup, le métabolite est éliminé par le rein.
Il faut savoir qu'il y a des métabolites, mais ils sont peu actifs. C'est environ 1 à 5 millième de l'activité de notre hémifatanil. Donc ça, c'est plutôt safe. Le fatanil, le sulfatanil et l'alphatanil, le métabolisme hépatique est non modifié, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y a seulement une faible quantité, de l'ordre de 2%, qui est éliminée par le rein sous forme inchangée. Donc, pour résumer, pour le palier 1, on utilisera le paracétamol à 1 gramme 3 fois maximum. On évitera les anti-inflammatoires. Pour le palier 2, le tramadol est tout à fait envisageable, mais par contre, il vaut mieux éviter la codéine. Et pour le palier 3, fatanil, buprenorphine, hydromorphone et oxycodone sont envisageables, de même que le rémifatanil, le sulfatanil, l'alphatanil. Et on évitera la morphine. Et dans tous les cas, on commencera avec des doses faibles, plus faibles que les autres patients non insuffisants rénaux. Et on adaptera en fonction de leur clinique. Qu'en est-il maintenant des antiémétiques? Il faut savoir que le Litican a une élimination qui est principalement rénale, sous forme inchangée. Donc c'est important de diminuer la dose chez ces patients si on ne veut pas voir la survenue d'effets secondaires. Par contre, l'ondansetron, il n'y a pas de modification de dose puisque l'élimination est rénale et fécale. Donc attention surtout pour le Litican. En ce qui concerne la sédation, je ne peux pas vous parler d'insuffisance rénale et de sédation sans vous reparler du midazolam. Le midazolam, il a une demi-vie contextuelle qui est beaucoup plus importante que le propofol. Il a une métabolisation hépatique. Il a de nombreux métabolites actifs. L'un d'eux, le 1-hydroxymidazolam, il est éliminé par le rein et ce qui donne évidemment comme effet secondaire un retard de réveil potentiel. On voit très souvent ça aux soins intensifs. On peut même envisager, quand on y a accès, à avoir recours à un dosage de midazolam, car ça peut vraiment expliquer des retards de réveil. De manière générale, toujours éviter les benzodiazépines, y compris dans les prémédications. Qu'est-ce qu'on utilise alors? Le propofol, l'étomidate, la kétamine. La fonction rénale, en fait, a peu d'impact sur ces molécules. Elles ont un métabolisme principalement hépatique. Nouveau candidat, le Dexdor. Il faut savoir pour le Dexdor qu'il vaut mieux quand même peut-être voir les doses à la base, puisqu'il y a une augmentation de la fraction libre et ça peut induire une sédation plus profonde pour une même dose. Mais il a quand même un futur prometteur, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Abdour l'a dit tout à l'heure, puisque en chirurgie cardiaque, ça pourrait diminuer l'incidence d'insuffisance rénale aiguë et ça a un effet également positif dans la transplantation rénale, puisqu'on a une reprise de fonction du greffon qui est significativement améliorée. Alors, qu'en est-il de nos amis les curares? Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, la cellocurine n'est pas une contre-indication absolue en cas d'insuffisance rénale, mais c'est à pondérer en fonction de l'hypercalémie. Donc elle peut tout à fait être utilisable en sachant quand même les risques par rapport à la calémie. Peut-être quand même avoir en tête qu'il y a une diminution des cholinestérase plasmatiques qui ont été observées chez les patients insuffisants rénaux. Donc il faut rester quand même prudent par rapport à ça. Alors, les curares non dépolarisants, on les utilise évidemment. Le Nimbex et le Tracrium sont éliminés par la réaction de Hoffman, donc on les aime beaucoup chez l'insuffisant rénal. Les dernières recommandations de l'ASA nous disent même que c'est principalement eux qui devraient être utilisés. On doit les utiliser à une dose d'induction comme chez le patient lambda, je vais dire. L'esméron, contrairement
à ce parfois on pense c'est éliminé principalement par la bile. Donc il y a seulement une petite minorité qui est éliminée par le rein. Il faut savoir que ça induit encore plus une variabilité interindividuelle et ça souligne encore plus l'importance de monitoriser nos patients par rapport à la cardiarisation. La remarque par rapport à l'acidose et l'hypothermie, elle est très importante pour les curares, mais de manière générale, pour tous les médicaments, il faut qu'on évite l'acidose et l'hypothermie qui entraînent qui posent vraiment beaucoup de problèmes pour la métabolisation de nos médicaments. Alors, maintenant j'ai curarisé mon patient, comment est-ce que j'antagonise? Les inhibiteurs de cholinestérase ont de moins en moins la cote, dans le sens où la SFAR en 2018 disait qu'il fallait avoir un rapport au train de 4 au moins à 20%. Les dernières recommandations 2023 montrent même ce que TOF à 40%. Ils parlent de l'utiliser en cas de bloc minime. Donc c'est une dose de 40 gamma kilo qui est recommandée. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est de ne jamais l'utiliser pour un bloc profond quand on n'a pas 4 réponses. Deuxième possibilité, le Bridion, qui est maintenant qui est le Sugamadex. Pour rappel, le Bridion, c'est chargé négativement. Oui, c'est chargé négativement et ça va encapsuler nos curares qui sont chargés positivement. Ce qui est important à savoir, c'est que le Bridion va changer le mécanisme d'élimination, puisque en formant le complexe, il va y avoir le complexe va être éliminé en fait au niveau rénal et plus comme le rocuronium principalement par la bile. Il faut savoir que ce complexe Bridion rocuronium est éliminé par le rein et il est dialysable. Maintenant, il y a quand même beaucoup de points, beaucoup de questions, de questionnements par rapport à la stabilité de ce complexe. Quand on regarde notamment le CBIP, la fiche, nous dit quand même qu'il y a un manque de données claires et le médicament se protège en disant qu'il faut l'utiliser seulement au-delà de 30 millilitres minute. C'est vrai que les différents essais qui sont parus, et la littérature et même notre pratique en général est plutôt rassurante, mais il faut savoir quand même que clairement, en dessous de 30 millilitres minute, il y a quand même de nombreuses interrogations. Ces mêmes recommandations de l'ASA de 2023 nous disent quand même d'utiliser le Bridion à une dose comme les autres patients. Il n'y a pas besoin de modifier les doses en cas d'insuffisance rénale. Avant-dernier chapitre, celui de l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, il faut savoir que quand on prescrit un antibiotique après chirurgie, il y a un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est important et qui va augmenter à la fois la perméabilité et qui va augmenter le volume de distribution. Quand un patient est anurique, il y a encore une cause qui s'y ajoute et on a une augmentation de l'espace de diffusion. Tout ça pour dire qu'en fait, en cas d'insuffisance rénale, le premier jour, faut pas trop réfléchir entre guillemets et il faut donner la dose complète. Il ne faut pas commencer à réduire la dose au premier jour. Et puis revoir la situation le jour après par rapport à la dose administrée. En parlant d'antibiothérapie, je voulais quand même reparler de l'importance de la clairance de la créatinine. Donc la formule UV sur P nous permet, sur les urines de 24 heures, nous permet d'avoir la moins mauvaise approche en fait de la fonction rénale. Donc pour rappel, UV sur P, c'est la créatinine urinaire fois le volume urinaire divisé par la créate plasmatique. En fait, cette formule fait mieux, cette mesure fait mieux que la MDRD ou le CKD-EPI. Toujours avoir en tête que la clairance de la créatinine, c'est une approche du début de filtration glomérulaire, mais il faut aussi tenir compte de la sécrétion tubulaire.
La sécrétion tubulaire, elle peut être de l'ordre de 0 à 20% selon les individus. Et elle peut être modifiée par nos médicaments comme le Bactrim, le Fibrate. D'une manière générale, il semble quand même qu'avec le temps, on abandonne le Cockcroft. Le Cockcroft, comme il est mis en dessous, estime la clairance de la créatinine, tandis que les nouvelles formules, telles que MDRD, CKD, EPI, estiment le débit de filtration glomérulaire. Quand on parle d'antibiotiques, bien évidemment, toujours avoir en tête les antibiotiques qui sont néphrotoxiques. Donc, les mauvais élèves, ce sont les glycopeptides et les aminoglycosides. Toujours préférer une administration une fois par jour pour la muquin et limiter à 72 heures d'utilisation. Pensez aux linezolide comme alternative à la vancomycine. Ce qui peut être important à faire, c'est un dosage sérique de l'antibiotique après 48 heures pour éviter justement les effets secondaires en cas de surdosage ou d'être d'avoir une dose insuffisamment importante pour traiter notre patient. Des outils qui peuvent être utilisés, on en a parlé dans la première partie, mais ça peut être le Sanford ou se connecter à RenAdaptator, ou juste une dia pour vous illustrer RenAdaptator qui par molécule peut nous aider vraiment dans la prise en charge et dans l'adaptation de nos doses. Dernier chapitre, et pas des moindres, celui de l'anticoagulation, qu'elle soit prophylactique ou thérapeutique. En préopératoire, évidemment, on sait que le Xarelto, l'Eliquis et le Lixiana doivent être arrêtés 48 heures. On majore ce délai avec le dabigatran de 24 heures et encore de 24 heures en plus quand il y a une insuffisance rénale. On sait que de manière générale, dans l'urgence, quand il y a une insuffisance rénale, ça majore le risque hémorragique. Donc c'est vraiment, il faut en tenir compte quand on a des NOAC et une insuffisance rénale. Quand c'est possible, c'est bien d'avoir un dosage du NOAC en question. Et la meilleure façon en fait, d'être safe, c'est quand même le plus possible d'attendre avant l'intervention, en particulier attendre les 5 demi-vies en question. Donc ce tableau, il reprend tous les NOAC. On voit que l'élimination du Pradaxa est à 80% rénale, ce qui explique qu'on l'arrête bien avant. Suivi du Lixiana, puis qui est éliminé à 50%, suivi du Xarelto et enfin de l'Eliquis. Ce qui en fait en découle, c'est que en cas d'insuffisance rénale, c'est le Pradaxa qu'on arrêtera le plus vite. Et puis les 3 autres, on pourra se permettre de les garder jusqu'à 15 millilitres ou recours en cas de dialyse. Ce tableau reprend un peu la même chose, mais peut-être illustré différemment. Donc, en gros, le dabigatran, on l'arrête en dessous de 30 et les autres, on peut se permettre de les poursuivre un peu plus loin, puisque une fois qu'on est en insuffisance rénale terminale, il faut passer aux antivitamines K et à l'héparine non fractionnée. L'héparine non fractionnée, elle a un métabolisme par le système réticulo-endothélial. L'excrétion est urinaire. Il y a une toute petite partie qui est éliminée sous forme inchangée. Les héparines de bas poids moléculaire sont contre-indiquées. Oui et non. En fait, c'est juste que c'est moins facile de les utiliser. Que ce soit en prophylactique ou en thérapeutique, on a la chance en intra-hospitalier d'avoir le recours à H+4, d'avoir la possibilité de doser l'activité anti-10A. Donc autant que possible, il faut y penser. Ensuite, les antivitamines K qui ont un métabolisme hépatique seront principalement utilisés en cas d'insuffisance rénale terminale. Il faut quand même
connaître comme effet secondaire, c'est l'existence de la calciphylaxie. Je terminerai par quelques remarques. On en a parlé ce matin, mais voilà, on redit un peu les choses un peu différemment. Les anti-inflammatoires, c'est sûr que ce sont les mauvais élèves, vu qu'ils entraînent une vasoconstriction de l'artériole afférente. On a vraiment une chute du débit de filtration glomérulaire quand on les utilise. Les IEC et les sartans, avec le temps, sont quand même de moins en moins décriés. Évidemment, toujours à utiliser prudemment, mais vu qu'ils empêchent la fibrose à long terme, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait, du moins dans certaines chirurgies, les garder, surtout si on lutte activement contre l'hypotension? Ça, c'est des questions voilà, qui sont bien d'actualité, je vais dire. En ce qui concerne le tacrolimus, il faut savoir que la dopamine à 1,3 gamma kilo-minute, même si il n'y a pas réellement de preuve dans la littérature, peut nous aider par son affinité D2 de vasodilater au niveau rénal et donc nous permettre d'éliminer notre tacrolimus et ainsi un peu casser le cercle vicieux. Et enfin, le produit de contraste iodé, on en a beaucoup parlé. Voilà, c'est sûr que actuellement, on les voit comme de moins en moins dangereux. Je pense qu'il faut toujours les avoir en tête, en particulier comme on l'a dit tout à l'heure, pour augmenter l'hydratation. Peut-être aussi pour penser, est-ce que c'est réellement le meilleur timing pour faire une coronarographie à notre patient. Mais en aucun cas, je pense que le scanner injecté doit retarder le diagnostic. On parlait tout à l'heure de l'hémorragie, mais voilà, je pense que par exemple, si on a un patient qui se dégrade et qui a une insuffisance rénale, peut-être que l'identification du sepsis ou de l'hémorragie nous permettra d'avancer et ça ne doit pas du tout être postposé, je vais dire. Et il ne faut pas hésiter à faire un scan injecté dans ce cas-là. Car ça a vraiment ça a un impact sur le patient et en particulier sur le rein du coup. On en a parlé tout à l'heure aussi, mais j'ai l'impression peut-être parce que les chirurgies vont de plus en plus vite, on pense peut-être parfois moins à la rhabdomyolyse, donc ne pas hésiter à doser les CPK, la myoglobine, et de maintenir une bonne volémie chez ces patients pour éviter justement une nécrose tubulaire et ses conséquences. La dénutrition est fréquente, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a une carence d'apport à la fois calorique et protéique. Je vous ai mis les doses pour rappel. C'est important de savoir que l'insuffisance rénale, il a de nombreuses comorbidités. Il y a aussi ces traitements qui entraînent cette dénutrition et que celle-ci, elle a vraiment des conséquences pronostiques qui sont majeures. J'ajouterais quand même par rapport à l'épuration extra-rénale que c'est important de majorer les apports, à la fois protéiques mais en micronutriments. Donc toutes les vitamines hydrosolubles et principalement la thiamine, la pyridoxine, la vitamine C et E, mais aussi les oligoéléments comme le cuivre, le zinc et le sélénium sont vraiment éliminés de manière significative en cas d'épuration extra-rénale. Du coup, en plus de la davane et de la thiamine autrefois recommandées, depuis 2021, on recommande de supplémenter ces patients par Soluvite et Vitalipide. Quand on parle de nutrition, on peut aussi être vigilant par rapport à toute dysglycémie. Parce qu'un patient qui n'est pas normoglycémique, en fait, a un risque augmenté d'insuffisance rénale aiguë. Et je terminerai par un petit moyen mnémotechnique un peu basique. En cas d'anurie, en cas d'oligonurie et d'insuffisance rénale, à quoi doit-on faire attention?
Vérifier s'il n'y a pas de cause post-rénale, est-ce que la sonde vésicale est bien mise, est-ce qu'il n'y a pas de globe, est-ce qu'il n'y a pas d'hydronéphrose, en particulier après nos chirurgies, après une chirurgie gynécologique ou abdominale, c'est quelque chose qu'on doit écarter. Est-ce que notre patient est bien rempli? Est-ce qu'il y a un bon débit cardiaque? Est-ce que notre tension artérielle est correcte? Et est-ce qu'elle est adaptée à notre patient, notamment si le patient est hypertendu? Est-ce qu'il y a des arguments en faveur d'un syndrome compartimental abdominal? Je parle par exemple d'une pancréatite ou un post-op de chirurgie cardiaque. Et enfin, quand la suffisance rénale est assalée, il faut mettre de côté tous les anti-inflammatoires, produits de contraste, la vancomycine, les IEC, le Tacro, ou en tout cas vérifier qu'il n'y ait pas de surdosage. Pour faire le diagnostic, comme on l'a dit tout à l'heure, très important de faire des urines précocement, une densité, une osmolalité urinaire, une fraction d'excrétion sodée et durée au moins. Et ne pas hésiter à recourir à l'échographie rénale, mais aussi l'échographie transthoracique pour vérifier que la volémie est adaptée. Pour conclure, je dirais que le périopératoire, c'est une grande cause d'insuffisance rénale aiguë. Le sepsis, c'est le premier, mais on vient quand même en deuxième position. Que l'insuffisance rénale aiguë, elle est associée à une mortalité, en particulier cardiovasculaire, donc c'est pas anodin. Que le calcul de la clairance sur les urines de 24 heures, c'est la moins mauvaise façon d'évaluer la fonction rénale. Qu'il faut surveiller son patient post-opératoire parce que le rein, c'est un peu une défaillance d'organes silencieuse et il faut y être attentif. Et viser le normo-tout, entre guillemets, viser une bonne PAM, une normoglycémie et un support nutritionnel adéquat chez notre patient à suffisance rénale. Voilà, j'ai terminé.